Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 147e site-rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos internautes qui nous suivent et bonjour à tous les nouveaux aussi qui viennent. Et alors, sans transition, on va parler de l'actualité qui malheureusement est encore une fois très chargée. Je dis malheureusement parce que c'est souvent des actes de guerre qu'on commente. Et donc on va commencer par parler d'Israël qui continue sa répression et l'occupation de maisons notamment dans différents endroits de Palestine. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe encore Alors loin des effectivement, yeux? l'état fantoche d'occupation continue ses exactions contre les Palestiniens, mais les Palestiniens tiennent bon et ça ne fait qu'augmenter leur détermination à la libération de leur pays, de la mer, du fleuve à la mer, en fait, du Jourdain jusqu'à la mer, donc la totalité de la Palestine. Maintenant, on entend de plus en plus des affirmations, en plus des affirmations dans ce sens, en fait, ce qui veut dire que Oslo, dans les faits, n'est plus, mais en réalité, il y a quand même certains qui continuent à vouloir appliquer ces accords et à vouloir continuer la coordination avec l'ennemi israélien. De plus en plus, donc, les Palestiniens aujourd'hui sont déterminés à lutter contre les détentions arbitraires, contre la maltraitance des détenus dans les prisons, les exactions et les agressions systématiques des colons à l'ombre de l'armée israélienne. Oui, justement, j'allais te demander, il y a un refus actuellement de libérer même les prisonniers malades. Exactement, tout à fait. Les prisonniers malades, même qui ont un cancer et qui sont en fin de vie, notamment le prisonnier, le détenu Walid Daqa, où les tribunaux israéliens militaires ont décidé que de toute façon, il terminera ses jours en prison. Il est hors de question de le libérer alors qu'il est en phase terminale de cancer et qu'il continue à sa grève de la faim pour pouvoir être en famille et au moins pendant quelques jours ou quelques semaines avant son décès. Ils ont décidé qu'il mourra en prison et qu'il ne sera pas libéré. Ceci après tout un tas de jeux où il disait ok, il va repasser en jugement et où le jugement a été, le tribunal a été différé, puis après avoir différé le jugement, donc ils ont décidé que de toute façon il terminera ses jours en prison et voilà, et ceci est le cas malheureusement d'un tas de personnes comme ça par détenu. Ceci, je voudrais rappeler quand même que c'est contre le droit international, que c'est contre le droit humain, même des prisonniers politiques. Il faut savoir que tous les prisonniers dans cet état d'occupation sont des prisonniers politiques, ils sont des prisonniers d'opinion et pour lesquels il y a les pires exactions, les pires conditions de détention, les pires traitements. Et ceci au su du monde entier. Je voudrais rappeler quand même qu'à chaque fois qu'il y a une condamnation de cet État par l'ONU ou par des instances internationales, il y a les États-Unis qui font veto contre ces condamnations. On ne peut qu'on renouveler l'appel systématique à un boycott de cet État, qui est en fait qui ne respecte rien, et cet État fantoche, cet État d'occupation qui n'existe que parce qu'il est soutenu par les États-Unis et par les pays occidentaux qui le soutiennent, donc qui sont soumis au diktat américain et qui
dont toutes les pratiques sont contraires à toutes les lois du respect humain, de toutes les lois internationales et toutes les règles de guerre, et même de les règles les plus élémentaires sur le plan humain. Alors on sait qu'il y a un grand mouvement de protestation en Israël, de la part d'Israéliens juifs contre le gouvernement de Netanyahou. Est-ce que ces manifestations, dans ces manifs, est-ce qu'il y a des mots d'ordre de solidarité envers les Palestiniens ou envers la cause palestinienne? En fait, effectivement, alors ça fait maintenant 16-17 semaines qu'il y a un mouvement qui est très fort en fait contre la réforme du service judiciaire qui est entamé par Netanyahou, ce gouvernement et son gouvernement fasciste qui comprend des gens d'extrême droite et qui se sont distingués en fait par ce gouvernement s'est distingué aussi par ses agressions, pas seulement contre les Palestiniens, mais aussi ses agressions contre les manifestants des Israéliens. Donc, malheureusement, en fait, il n'y a absolument aucun mot d'ordre dans ces mouvements qui déplorent et qui condamnent les pratiques israéliennes vis-à-vis des Palestiniens. Aucun mot d'ordre contre l'occupation, aucun mot d'ordre contre même pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens. Je rappelle quand même que l'État fantoche d'Israël pique l'eau de la Palestine. Les Palestiniens sont interdits d'utiliser leurs eaux sont interdits d'utiliser ils sont interdits d'utiliser leurs ressources. Je rappelle quand même qu'il y a au large de Gaza des gisements pétroliers importants et gaziers. Ce sont les Israéliens qui les exploitent. Les Israéliens aussi interdisent aux Palestiniens d'aller pêcher dans la mer. Ils réduisent de plus en plus le nombre de mètres, voire de mètres ou de kilomètres, si on peut parler de kilomètres, qui sont accessibles aux chalutiers et aux pêcheurs de Gaza. Palestiniens. Donc, il y a une véritable entreprise de génocide systématique ajoutée aux agressions systématiques aussi contre les Palestiniens. On a vu les derniers événements à Gaza, les derniers événements contre les habitants de Jérusalem, contre les habitants de Hawara, des villes entières qui sont incendiées. Alors que là, il recommence aussi dans le quartier de Sheikh Jarrah, dans le quartier de Selwan, qui est à côté, qui sont des quartiers de Jérusalem. Donc, en fait, sans parler effectivement des intrusions, des invasions des quartiers arabes et des quartiers anciens de la ville par des colons qui sont protégés par les forces armées israéliennes et qui tuent, qui blessent, etc., les Palestiniens. Donc tout ça, bien sûr, se déroule quotidiennement sous les yeux du monde entier, sans aucune condamnation de l'ONU, sans aucune condamnation aussi des forces. Si, mais quand il y a des pays qui condamnent, etc., mais en fait, les institutions ou les instances dites internationales sont tellement soumises au diktat américain qu'ils finissent par ne plus fonctionner. Mhm. Alors, un soldat égyptien a récemment, très récemment, je crois que c'était cette nuit, a tué 3 soldats israéliens près du désert du Negev. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé? Alors c'est bon là c'est une opération qui
pour l'instant, en fait, il y a beaucoup de débats au sein de l'État, entre guillemets, israélien, qui sont donc interloqués, qui n'arrivent pas à comprendre un, un jeune soldat, égyptien qui en fait qui s'introduit à travers les barbelés, etc., qui s'introduit dans les territoires occupés, qui a tué 3 soldats, en a blessé un quatrième, qui a pu rester quelques heures à l'intérieur avant d'être découvert et puis tué par les forces israéliennes. Donc c'est un acte héroïque, en fait, c'est une opération qui, à mon sens, qui a son sens, je dirais, et qui, à mon sens, est une opération qui permet de parler de l'unité de l'ensemble des champs de bataille contre les Israéliens, d'une part. C'est une opération, en fait, il faut savoir que ce soldat héroïque a fait une vidéo avant la veille où il chantait une chanson patriotique arabe, hein, avant et où il était effectivement avec son costume officiel et puis son Kalachnikov qui date de Mathusalem, en fait un vieux Kalachnikov avec lequel il a fait son opération et donc qui est allé mener cette opération. Moi je voudrais qu'on le salue et qu'on salue son courage, qui a quand même, cette opération a plusieurs significations. Il faut savoir quand même que l'Égypte, depuis un certain temps, a passé les accords de Camp David avec les Israéliens, qu'il y a une représentation israélienne en Égypte qui n'a jamais pu être acceptée par la population. Il y a une ambassade, effectivement, mais le peuple égyptien est un peuple très patriotique, qui est très lié aussi aux Palestiniens, et je crois que cette opération, elle représente effectivement à nouveau le renouveau, en fait, hein, de cette flamme, je dirais, de libération. Bien sûr, en fait, ça a beaucoup inquiété, ça continue à inquiéter les Israéliens. Le président égyptien assure que de toute façon, c'est un acte isolé et que les relations vont reprendre et ne seront pas inquiétées, etc. Mais je crois qu'il est important quand même de constater que dans les pays arabes et le fait que la Syrie ait résisté à ce plan américain et qu'elle a été victorieuse et qu'elle continue à aider, à renforcer, à être vraiment la pierre angulaire de l'axe de la résistance, que les manœuvres de Hezbollah aussi ont été vraiment dissuasives au niveau de l'État fantoche d'Israël, que en fait les Palestiniens et à Gaza les luttes reprennent et que en Palestine, quelle que soit la date d'occupation, parce que Israël a toujours voulu effectivement séparer ou créer des schismes dans la société palestinienne en disant il y a la zone A, la zone B, la zone C, etc., selon le fait qu'elles aient été avec des statuts administratifs différents, selon que ce sont des zones qui aient été occupées en 48, en 67 ou plus tard, etc. Bon, tout ceci aujourd'hui, on montre dans les derniers événements depuis l'épée d'Al-Quds, en fait, hein, on voit que
les Palestiniens insistent sur l'unité de l'ensemble du peuple palestinien et sur l'unité des champs de bataille, où qu'ils soient, que ce soit à Ramallah d'un côté, ou à Tulkarem, ou à Haïfa, ou à Yafa, ou même à Lod, qui est occupé depuis longtemps. Alors, Donc, tout ceci, si je me trompe pas, pardon. si je me trompe pas, donc cette attaque d'un soldat égyptien, elle s'est déroulée près de la frontière actuelle entre l'Égypte et Israël, côté israélien, du coup, de la frontière. Donc, ce qui implique qu'il a dû s'infiltrer en Israël, ce soldat. Euh, Si je me trompe pas, donc c'est une partie qui a été prise par Israël. C'est une partie de territoire de l'Égypte qui appartenait avant à l'Égypte, qui a été pris par Israël par la guerre, par les armes, et qui maintenant est Oui. considérée comme israélienne, mais qui avant était égyptienne. Enfin, considérée par certains en tout cas. Mhm. Est-ce que cet acte, pour toi, est à rapprocher, ou alors est-ce qu'il est distinct vraiment du, massacre qu'un soldat de la garde républicaine tunisienne a fait près d'une synagogue en Tunisie? Alors, on n'a pas forcément tous les éléments, toi et moi, donc sous réserve Mhm. que les éléments qu'on nous a présentés sont véridiques. Est-ce que ces deux actes ont des similitudes, ou au contraire, est-ce qu'ils sont très distincts pour toi? Alors, attends, là, la question sur l'attaque de la synagogue en Tunisie, moi, je n'ai pas plus de détails là-dessus. Mais pour moi, j'estime que s'attaquer au lieu de culte, quel qu'il soit, ce n'est pas un acte héroïque, en fait, en tout cas. C'est comme il y a eu en France aussi des attaques contre des églises, etc. Et ça, franchement, ce sont des actes qui ne relèvent du terrorisme, de l'antisémitisme, ou tout ce qu'on veut, mais pas de l'antisémitisme, parce que s'attaquer à une synagogue, ça ne veut pas dire s'attaquer aussi non plus à tous les sémites ou à tous les juifs, mais c'est s'attaquer aux croyants Oui, oui. dans cette C'est une forme de dans cette racisme. religion et s'attaquer à la religion. Mm, Et mm, ça, c'est vraiment, ça n'a rien de héroïque ni de louable. Par contre, ce qui est important de avoir, et c'est que là, c'est un acte qui s'est attaqué que aux soldats, quand même, mm. Mhm. aux soldats d'occupation, et qui sont là sur les frontières, et qui sont sur une frontière qui a été aussi construite avec des millions de dollars pour qu'elle soit aussi complètement sécurisée, qui ne soit pas franchissable, etc. Et ça, c'est aussi une deuxième symbolique qui est très importante aussi dans cet acte du soldat égyptien. D'abord, il s'attaque à des soldats. Deuxièmement, il s'attaque aussi il a pu franchir une frontière qui était largement sécurisée avec des millions de dollars de dépenses, qu'il s'est introduit, qui est resté plusieurs heures à l'intérieur sans que personne ne s'en rende compte aussi. C'est montré aux Israéliens que leur système aussi ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas, quel qu'il soit, même s'il est très moderne, etc. Mais de toute façon, la force des peuples est là, et des peuples occupés, en fait, ou de la résistance, elle est toujours là. Et en fait, donc, c'est ça qui inquiète beaucoup, je dirais, les services israéliens et l'État israélien. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut se faire dans une ville ou dans un... Là, c'est vraiment un acte, je dirais, de lâcheté plutôt, qui se fait dans une ville où les gens vont prier ou vont faire leur comment dire, leur rite religieux. Mhm. Ça n'a rien à voir, en fait, pour moi. Ok. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est Mhm. être contre l'occupant israélien, ça ne veut pas dire être contre les juifs. Hein. Et Mhm. ça, c'est important quand même de faire. Nous sommes contre toutes les occupations, et contre l'occupant israélien en particulier, en Palestine, parce que c'est un occupant, c'est pas parce qu'il est juif.
Ok. Et en fait, il se trouve que, effectivement, ils ont réussi à mobiliser les Juifs, malheureusement, de leur côté. Et il y a quand même de plus en plus aujourd'hui de Juifs dans le monde qui disent qu'ils sont contre cette occupation de la Palestine, qui sont contre l'État sioniste d'Israël et qui sont aussi pour la disparition de cet État sioniste. Et là, Et, je et peux dire qu'il y a aussi des mouvements aux États-Unis qui sont de juifs aux États-Unis, mhm. de juifs antisionistes. Donc, il y a aussi beaucoup d'intellectuels en Palestine occupée aussi, qui sont des juifs contre qui sont antisionistes. Ils sont, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient obligés de quitter parce qu'il y a une telle répression qui s'exerce à leur égard et ils partent. Je peux citer la défunte Tania Reinhardt, qui était une écrivaine antisioniste. On peut parler de la journaliste Amira Haas, aussi, qui est journaliste du journal Arrête. Haaretz, et qui aussi qui n'arrive qui n'est pas beaucoup apprécié par les Israéliens, par l'État d'Israël. On peut citer Shlomo Sand, on peut citer aussi Norman des Finkelstein intellectuels. En fait, oui, aux il y a États-Unis. des intellectuels israéliens qui sont contre l'État d'Israël et contre les pratiques de l'État d'Israël. Voilà. Mhm. Et je citais pendant que tu parlais, je pense que les internautes n'ont pas forcément entendu, je citais côté américain Norman Finkelstein qui est. Absolument, absolument. Et même Israël Finkelstein, qui était prof à l'université de Jérusalem. Il y a Shlomo Sand, qui est écrivain aussi, qui écrit comment le peuple, qui a écrit plusieurs livres, dont comment le peuple israélien a été inventé, Mhm. euh, que je recommande à pas mal de gens. Voilà. Et Yaakov Emravkin au Canada, qui a écrit des livres très intéressants sur l'histoire de l'opposition juive au sionisme. Il y a Ouais. aussi Merzheimer et Walt, qui sont deux universitaires américains, qui ont écrit un bouquin sur l'influence du lobby pro-israélien sur la politique étrangère américaine. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui Ouais. soit juif ou pas juif d'ailleurs, mais c'est vrai que même côté juif, effectivement, il y a beaucoup de monde. Voilà, après cette petite pause technique, donc on reprend et on va enchaîner sur la réunion de l'OPEP+, qui s'est tenue à Vienne récemment. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est dit, surtout ce qui a été décidé? Alors, c'est important de voir le mouvement comment dire, des pays de l'OPEP qui essayent de se dégager aussi des impératifs américains et de la mainmise américaine depuis que la Russie fait partie de l'OPEP+. Là, ils ont pris des décisions sur le fait de baisser, par exemple, leur production de pétrole pour l'année 2024. Ils ont décidé de baisser jusqu'à 40 millions, 440 millions, 460 000 euh, euh, barils par jour. En fait, ce qui fait, c'est une baisse qui est importante, qui va maintenir la stabilité des cours en fait du pétrole d'une part et une certaine peut-être stabilité économique. Mhm. Et en fait, surtout, c'est le fait que les Américains avaient demandé à tous les pays producteurs de pétrole de pomper un maximum le pétrole pour répondre aux besoins mondiaux en boycottant la Russie, en fait. Mhm. Et puis que et que les Américains puissent aussi vendre leur propre pétrole, etc. Euh, Issu et du gaz de gaz de schiste. schiste. Mhm. D'accord. Bon, en fait, je rappelle quand même que déjà les États-Unis avaient demandé à l'Arabie saoudite de baisser sa production, laquelle a refusé, en disant on est déjà au maximum en fait de notre production. Et ce qui est important, c'est de voir que aujourd'hui, les pays producteurs de pétrole, alors qu'ils étaient
vraiment sous la coupe américaine jusqu'à il y a peu de temps. Maintenant, ils commencent à s'affranchir de cette coupe américaine du fait que la Russie est dedans et dans l'OPEP+, d'une part, que d'autre part, lorsque la guerre Ukraine-Russie, en fait, qui est guerre OTAN-Russie, disons-le et soyons clairs, que cette guerre a éclaté, donc les Américains voulaient utiliser toutes les institutions mondiales contre la Russie et tous ces pays aussi. Et ben là, ces pays tiennent compte aussi de leurs propres intérêts et du fait que de toute façon, il faut qu'ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre peuple, et que le nouveau monde qui a mis fin, en fait, que cette guerre qui a mis fin, à mon avis, à la domination du monopole américain, ou monopolisme américain, et qui fait qu'un monde multipolaire se dessine aujourd'hui avec la montée de la Chine, de l'Iran, de la Russie et des pays de BRICS et l'OPEP, donc dedans aussi. En fait, chacun de ces pays commence à penser à son propre peuple, à ses propres intérêts, dans le cadre d'une coordination, effectivement, avec les autres pays, mais pour mettre surtout fin et mettant fin de fait au diktat et à l'influence américaine mondiale, mais aussi, il faut voir aussi la nécessité et la possibilité, et c'est ce qui se fait réellement, le développement non pas seulement d'un autre marché, mais d'autres types de relations entre les pays qui s'affranchissent du dollar, Alors, puisque tous ces pays ont plus ou moins été pratiquement tous objet des sanctions américaines, entre guillemets, et que ce système des sanctions est largement, comment dire, largement, décrié. pas seulement combattu, décrié par le monde et par les différents pays. Donc maintenant, ce sont effectivement tous les pays qui essayent de rendre caduques ces blocus et rendre caduques ces sanctions. Et ces En monopoles. sanctions, entre guillemets, parce que les Américains utilisent le mot sanction comme si c'était une punition pour des crimes, alors que ces gens, tout simplement, n'ont pas appliqué le diktat américain et ne veulent pas se soumettre au diktat américain. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et Alors, très important dans ce contexte, pour l'ensemble des pays. dans ce Ouais. contexte que tu viens d'évoquer assez largement, est-ce que tu peux commenter la visite du président vénézuélien Nicolas Maduro en Arabie Saoudite, visite Alors, récente? dans ce cadre, on voit en fait, dans le cadre de ce nouveau monde, on voit que les relations entre les différents pays se multiplient. Donc, les différents pays qui étaient antagonistes et qui étaient aussi poussés pour devenir antagonistes, comme ça a été par exemple le cas entre l'Arabie saoudite et l'Iran en fait, et le fait que la Chine a été médiateur dans la création, dans le retour des relations normales entre la Russie, l'Arabie saoudite et l'Iran, a été quelque chose de notoire et qui change complètement les données dans la région du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite devient un élément plutôt un pays qui œuvre pour la stabilité, qui essaye d'avoir des relations normales avec les autres pays de la région et dans ce fait aussi qui tisse des relations intéressantes avec d'autres pays comme actuellement la présence du président Maduro en,
en Arabie Saoudite est quelque chose de très important parce que eux deux sont les deux pays qui sont les plus grands producteurs de pétrole, ceux qui disposent de la plus grande quantité de pétrole aussi dans leur puits, je dirais. Et donc, c'est quelque chose de très important qu'il y ait une coordination entre leurs relations. Je rappelle quand même que le Venezuela a été l'objet de sanctions étouffantes, comme c'est le cas des États-Unis contre le peuple vénézuélien, qu'ils visaient effectivement à affamer le peuple vénézuélien, et alors qu'ils sont le plus grand producteur de pétrole du monde pratiquement, ils crevaient de froid aussi et ils avaient du mal à avoir suffisamment de fuel pour leurs usines et pour le projet de construction. Donc, rappelons quand même les jours où les États-Unis ont provoqué, ont mis le Venezuela dans le noir total, quoi, parce qu'ils ont bloqué les centrales de production électrique. Donc, en fait, c'est ce rapprochement, en fait, des pays qui qui étaient comptés, je dirais, sur les États-Unis. Bon, maintenant, se détache de cette mainmise, hein, et œuvre à se rapprocher et se renforcer les uns avec les autres. Je trouve que c'est très, très intéressant, en fait, le rapprochement Venezuela-Arabie Saoudite, puisque le Venezuela est aussi dans les Caraïbes et dans le giron physique provisoire très proche, et ils sont voisins des États-Unis et que les États-Unis considéraient toujours comme étant leur, euh, leur arrière-cour entre nous, enfin entre guillemets. Et bien là, malgré le fait, malgré la révolution, malgré les présences, les Américains ont provoqué de grosses difficultés aux Vénézuéliens. Et ben maintenant, les Vénézuéliens prennent leur envol aussi et renforcent leurs relations avec les autres pays producteurs de pétrole, comme Voilà. l'Algérie, parce que cette Alors, visite excuse-moi. vient aussi après la visite de l'Algérie. Mhm. Donc en Arabie Saoudite, c'est quelque chose de très très important. Donc le Venezuela prend son envol, ce qui m'amène à faire la transition sur le sujet suivant, puisque la Syrie et le Venezuela ont repris les vols directs Ah, ouais, il y a moins d'une semaine, tout et à donc fait. après plus de 12 ans d'interruption. Donc ça aussi c'est un pied de nez à l'embargo, et ça va dans le sens de tout ce que tu viens de dire juste avant. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, le retour des lignes aériennes entre le Venezuela et la Syrie, c'est quelque chose de très important. Et il est très important à souligner pour briser le blocus contre la Syrie aussi et contre le Venezuela aussi. Donc on voit que les pays osent braver effectivement ces embargos américains et ose aller de l'avant. À cette occasion, d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'il y a eu quand même, il y a plusieurs mouvements internationaux pour briser le blocus contre la Syrie, notamment, et le mouvement international, arabe et international, qui s'est réuni pour briser le blocus, qui s'est réuni donc la semaine dernière d'une part au Liban et puis avec une grande rencontre aussi virtuelle où il y avait des personnes, des personnalités, y compris même d'ailleurs du continent américain de différents pays du monde qui déplorent justement et qui trouvent que cette politique systématique des sanctions qui est menée par les États-Unis est une politique complètement criminelle et génocidaire, Et et donc illégal. c'est important de lutter contre ça Et par illégal. des convois. Et illégal, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quand je dis criminelle et génocidaire, c'est aussi parce qu'elle est contre la charte de l'ONU, contre le droit humanitaire international, contre
contre tout en fait, hein. Et donc elle est condamnée et condamnable, hein. Donc les différents pays prennent, surtout après le séisme, après aussi des grandes catastrophes naturelles comme le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 4 février 2023. Donc c'est aujourd'hui tous les pays essayent d'avoir des relations bilatérales, de coordonner leur aide et coordonner leurs efforts et complémenter leurs efforts à la fois de développement aussi, de développement réciproque, de développement spécifique, hein, et œuvrer pour leur peuple en fait. C'est ça. Et là, on voit effectivement que c'est le cas de la Syrie. Il y a plusieurs pays qui ont repris des relations avec la Syrie, mais qui essayent donc aussi d'avoir des relations d'échange en monnaie locale d'une part, et puis d'autre part à travers le, le centre, comment dire, l'organisation de Shanghai, l'organisation économique de Shanghai, qui aussi commence à mettre aussi en place un mécanisme et des systèmes qui permettent de payer en monnaie locale et qui permettent aussi de faire des échanges en dehors du dollar, ce qui permet de garantir une certaine indépendance, en fait, par rapport aux États-Unis et par rapport au dollar américain. Mhm. Alors, les ministres des Affaires étrangères du BRICS, des BRICS, pardon, dont Sergueï Lavrov, se sont réunis récemment en Afrique du Sud pour préparer la tenue du sommet à Johannesburg en août prochain. Alors se pose la question de la venue de Vladimir Poutine, en tout cas pour certains, puisqu'il est l'objet d'un mandat d'arrêt international, je crois, si je ne me trompe pas. Et quel est ton avis sur la question ? Un mandat d'arrêt mené par des pays, par l'Angleterre, je crois. Voilà. Alors, est-ce que, à ton avis, Vladimir Poutine viendra à ce sommet et est-ce qu'il risque quelque chose ? Ah oui, ça me rappelle effectivement une interview du ministre, du responsable de l'Afrique du Sud, hein, justement, qui dit mais il est hors de question quand même de pouvoir de permettre d'arrêter Poutine. Poutine est un chef de grand État, d'un grand État, et que de toute façon, dans ce cas-là, est-ce que vous avez envisagé peut-être d'arrêter Biden ou d'arrêter Trump ou Sarkozy. de la même manière? Donc voilà. Et je pense que là-dessus, c'est quelque chose d'assez important quand même à voir, puisqu'ils font des choses, des bruits qui ne sont rien d'autre que des effets psychologiques sur les gens et sur les peuples, pour montrer qu'ils sont que les Américains et les pays de l'OTAN sont les rois du monde, alors qu'ils ne sont rien comparativement à l'ensemble de la masse des pays aujourd'hui qui sont contre l'hégémonisme et contre cet état comment dire, d'agression systématique et de diktat à tous les autres pays, donc de violation pratiquement de la souveraineté des pays, que pratiquent les États-Unis depuis bien un siècle maintenant. Voilà. Alors le ministre des Affaires étrangères syrien était en visite en Irak récemment. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc c'est toujours dans le cadre de ces renforcements des relations bilatérales entre les différents pays pour assurer leur complémentarité, la coordination, leur complémentarité économique et politique, pour assurer aussi la stabilité dans les régions et la sécurité. Parce que en fait la Syrie et l'Irak sont deux pays très liés
par des frontières très importantes d'une part. Ils ont été liés par la lutte contre le terrorisme aussi, qui a été fomentée par les États-Unis, les terroristes de différentes obédiences, comme s'ils étaient entre Daesh, Al-Nusra, le parti du Turkestan, le parti du Turkménistan, les Ouïghours, etc., toutes ces obédiences de terrorisme qui ont été nourries et dirigées et financées et puis armées aussi par les pays de l'OTAN, par les États-Unis et les pays de l'OTAN. Nous avons la Syrie et l'Irak se sont unis dans cette lutte contre Daesh essentiellement, qui se trouvait sur les frontières syro-irakiennes, donc dans l'est de la Syrie et dans le nord-est de la Syrie. Je voudrais quand même saluer le peuple irakien aussi, le Hashd al-Sha'bi qui a accouru aussi au secours de la Syrie au moment du séisme, du grand séisme, et en apportant matériel et tout ce qu'on peut faire comme aide. Il est clair que la sûreté, la sécurité et le développement national dans les deux pays ne peut se faire qu'en se donnant la main. Et je voudrais remarquer à ce propos que les Américains ont planté leurs bases, les deux bases qui sont en Syrie, l'une au-dessus des puits de pétrole syriens qui sont à Hasakeh et qui sont dans le nord-est et aux frontières donc irakiennes. Et il y a aussi en même temps, à côté de leur base, il y a le camp Al-Hol qui est un camp de terroristes, en fait, des terroristes de Daesh, soi-disant qui sont comment dire, des détenus de Daesh sous la surveillance de Qassad qui est une branche de Kurdes, entre guillemets, je mettrais Kurdes parce que ils sont dirigés par les Kurdes de Wadi Qandil, en fait, qui sont de la frontière turque irakienne, qui ne sont pas syriens, mais quand même, ils sont mercenarisés par les Américains, et quand même que toutes les richesses de pétrole syriennes partent par cette frontière vers la frontière américaine, vers la frontière irakienne, à la base américaine qui est à Shadadi. Donc les Syriens et les Syriens et les Irakiens ont beaucoup d'affaires en commun, se donner la main pour lutter contre les ingérences d'une part américaines déjà, la présence américaine dans leur pays, dans les deux pays, l'ingérence turque dans les deux pays aussi, parce que la Turquie aussi a envahi l'Irak comme elle a envahi la Syrie. La Turquie aussi retient les eaux de l'Euphrate et du Tigre, et qui irriguent très largement les deux pays, oui. Et la Turquie aussi est un élément qui alimente les terroristes dans les deux pays. Alors donc, justement, je dirais cette coordination entre la Syrie et l'Irak est très importante pour qu'on arrive à avoir des moyens de développer et de reconstruire nos pays après les guerres destructrices menées par les Américains, aussi bien contre l'Irak et contre la Syrie par terroristes interposés, d'une part,
D'autre part, en même temps, il faudra que la présence américaine dans les deux pays soit complètement finie, éjectée, puisque la deuxième base aussi qui est en Syrie, c'est Al-Baz al-Tanf, qui est aussi dans le sud-est de la Syrie, qui est sur les frontières irakiennes, syriennes et jordaniennes, et qui aussi contient à côté d'elle le camp Rukban, qui est aussi un vivier de terroristes. Donc, en fait, les deux parties menacent, ces deux camps menacent la sécurité de la région, la sûreté, la stabilité, et tous les pays de la région, pas seulement la Syrie et l'Irak, mais ça menace aussi l'Iran, ça menace aussi la Jordanie. Et donc, il est important d'en finir avec la présence à la fois américaine et terroriste dans la région. Et turc Et turc, aussi. voilà justement, puisque Et turc j'allais y venir. aussi, justement, on y vient. Voilà, je voulais te La demander de Turquie, commenter la victoire récente d'Erdogan aux voilà. élections présidentielles turques, on en avait parlé plusieurs fois lors des précédents sitrep. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler voilà, de ce que ça signifie, des premières mesures qu'il a prises et nous décrire des membres peut-être importants de son nouveau gouvernement? Je crois que savoir qu'il y a eu des remaniements. Ah oui, de toute façon nouvelles élections, nouveau gouvernement, ça c'est un point. Erdogan a été réélu pas aussi facilement qu'il le pensait, parce que c'est important quand même de voir qu'il a dû y avoir deux tours et qu'il n'était pas d'une part et que ça lui est jamais arrivé et que deuxièmement, même élu au deuxième tour, il était à peine plus que les 50%. Ce qui veut dire en fait que politiquement, il devait composer avec tout le monde et qu'il est beaucoup moins fort en tant que personne que ce qu'il était. Parce qu'avant, il prenait, il faisait effectivement tout seul et puis il était très sûr de lui-même et de son parti. Bon, là, ça a été une partie différente. Le nouveau gouvernement, alors déjà son discours à son investiture, son discours c'était qu'il est important qu'ils travaillent tous pour la Turquie, que de toute façon c'est pour une seule Turquie et pas contre les schismes. On n'est pas les uns contre les autres, mais il faudra quand même reconstituer complètement l'unité du peuple turc. Ça d'un côté. Que, deuxièmement, il parlait de tirer les leçons des erreurs passées, des erreurs commises en politique internationale, etc. Et qu'il faut se profiter des erreurs pour les corriger, les comprendre et les corriger. Troisième point, il dit que de toute façon, la Turquie dans le Nouveau Monde a un rôle important à jouer et c'est un rôle qui n'est ni avec les uns ni avec les autres, mais un rôle pour l'Eurasie, en fait, et pour avoir une sécurité régionale importante, un développement aussi à la fois stable et à la fois donc et surtout un développement aussi des relations avec les pays du voisinage. Donc, ceci, il faudra quand même rappeler que ces élections viennent après des moments où il y a eu un nombre important de rencontres avec les services, déjà avec la Russie, le, avec en fait, avec la Russie d'une part, et puis d'autre part avec l'Iran et avec Syrie. les services de renseignement syriens. Donc ça, c'est important de voir aussi que les services de renseignement turcs participaient toujours à ces réunions, qu'il était question en fait, de reprise des relations normales entre la Syrie et la Turquie,
La condition importante étant de se retirer de la Syrie et d'œuvrer aussi pour la reconstruction. Les Turcs, la question importante était les réfugiés syriens, où ils disent qu'il y a plus de 3 millions, à peu près 3 millions de réfugiés syriens en Turquie qui occasionnent des difficultés économiques. Donc tout ça, ça va dans le discours nouveau, là, je dirais, du président Erdogan. Mhm. La nomination du président de son service de renseignement comme ministre des Affaires étrangères dénote aussi qu'il y a une volonté de capitalisation de ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant dans le comment dire, Dans toutes ces euh, réunions avec la oui, Russie. dans le concert et je dirais, dans la route vers une normalisation des relations avec la Syrie et un retrait de la Turquie de la Syrie et une normalisation aussi des relations avec l'Irak, en fait. Donc, ça va dans ce sens. Mhm. Je dirais, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le fait que, en fait, là, on recommence pas à zéro puisque c'est la même personne qui a assisté à tout cela, en fait, hein. Oui. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième point qu'il est important de noter aussi, c'est que le ministre de l'Intérieur est un Kurde, hein. Donc, en fait, une volonté, ça dénote aussi une volonté de la part d'Erdogan d'avoir comment dire, une main tendue vis-à-vis des Kurdes de Turquie pour construire ensemble, et c'est quand même un poste important, le ministère de l'Intérieur Tout à fait. et c'est de la sécurité. Donc, en fait, on peut dire les conditions objectives, bon, bien sûr, l'avenir nous le dira, hein, et l'affirmation d'Erdogan qui dit de toute façon, la Turquie a un rôle important à jouer, elle n'est ni avec l'Est ni avec l'Ouest, elle continuera à œuvrer pour une paix mondiale, ce qui est aussi une question importante où on peut penser que la Turquie veut jouer un rôle de médiateur, je dirais, puisque quand même, je rappelle que la Turquie est un membre de l'OTAN quand même, hein, Mhm. Tout à fait. un des plus grands, pas des moindres. Donc, Et que dans le même temps, elle a acheté des S-400 à la Russie récemment. non, Même si mais en même temps, elle c'est a un le seul rôle membre de avec l'OTAN la qui a fait Russie. ça, qui a osé faire ça. Absolument. En dehors des armes, elle a un rôle important et des relations très importantes avec la Russie dans l'instant, puisque la Turquie est devenue un peu une plateforme de distribution du gaz russe. Elle est devenue aussi une plateforme de distribution des céréales, aussi au monde entier, etc. Donc, aussi sa présence sa présence géographique, elle est importante aussi et lui donne un rôle important à jouer au niveau de l'Eurasie, puisque c'est quand même sur la mer Noire, donc tout ceci est très important et qu'elle est aussi qu'elle soit sur les détroits qui relient les mers Caspienne, Noire et la Méditerranée. Quand même, c'est une position géographique importante. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à voir et on pense que avec le nouveau gouvernement, il va y avoir des nouvelles choses aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur de la Turquie et qui vont être dans le sens, et d'ailleurs il l'a ajouté aussi Erdogan, dans le sens d'une stabilité dans la région et dans le sens d'une coopération économique pour les peuples de la région. Voilà. Ok. Donc, on ne peut qu'être, enfin, on attend de voir.
je dirais. Oui, non Moi, expectative. je suis plutôt optimiste, mais on attend de voir. Comme tu l'as dit dans un précédent Euh, sitrep avec les Turcs, les Syriens ont appris à juger sur les actes et non sur les paroles. Absolument, tout à fait, mais on sait toujours que on, on vit, on vit avec les actes partout, nous, de toute manière. Alors, le dernier point à voir maintenant, c'est du côté de la Syrie, c'est que aussi les Syriens, malgré l'embargo, continuent, s'activent et travaillent à la reconstruction de la Syrie. Il y a certains centres d'hébergement provisoire ont fini leur mission, je dirais, et les gens ont reconstruit leur maison. Mhm. On voit quand même que c'est quelque chose de fantastique quand même à quelques mois après Le séisme. le séisme. À Alep, bon, il y a aussi une volonté et une réalité de reprise, hein, de l'activité industrielle. Il y a en priorité, là, en ce moment, il y a le salon de food, le salon de l'organisation, en fait, de l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Mhm. Ça, c'est en fait un domaine très important en Syrie, puisque c'est un pays agricole et le salon est quelque chose d'important Mhm. en ce moment. Donc, le salon a été lancé. Il y a eu aussi une grande fête qui a été réalisée pour fêter pour la récolte de de la saison de la rose de Damas, qui est aussi un des trésors importants de la Syrie. La rose de Damas est source d'un tas de parfums aussi, mais aussi d'eau et d'huile essentielle importante aussi pour guérir un certain nombre de maladies et comment dire, de pathologies. Mhm. En fait, tout ça, c'est quelque chose de très important. En même temps, on voit qu'il y a tous les jours des délégations qui vont en Syrie, de pays voisins, de pays autres, de pays du monde. Et puis, la réouverture de pas mal d'ambassades, hein. Bon, une coopération importante avec Oman se tisse aussi, elle est sur tous les plans. Avec l'Algérie, bien sûr, on a vu que ça a été des relations importantes aussi. Mhm. Donc, bien entendu, avec l'Iran et la Russie qui sont nos premiers alliés euh, et la Chine. Donc, tout ça, on peut penser que ça va dans le sens d'une reconstruction de la Syrie et il faudra dire que non à l'embargo. En fait, là, je diffuse un appel justement pour briser le siège, hein, sur la Syrie. Brisons ensemble cet état de siège et criminel et permettons au peuple de vivre, hein, et d'exploiter leurs richesses, alors qu'ils sont pillés systématiquement par les Américains. Mhm. Donc là, euh, à vous tous, à à vos activités et je vous remercie. Merci beaucoup Aïssa Midani pour toutes tes analyses et toutes les informations que tu nous as apportées. Je mettrai en plus des sources sous l'article, sous la vidéo. Je mettrai en lien deux articles qu'on n'a pas eu le temps de commenter. Un article sur le renforcement des positions militaires russes en Centrafrique, une ancienne colonie française. Il est même question dans l'article, je ne sais pas si c'est le cas réellement, mais de l'installation future d'une base russe, d'une base militaire russe en Centrafrique. Et l'autre fait qui est marquant également concernant le conflit en Russie, c'est l'explosion d'un barrage très important donc dans l'est de l'Ukraine, ou dans la Russie, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc c'est un fleuve qui va en direction de la Crimée, et le barrage alimentait en eau une partie de la population de la Crimée.
C'est un fait très marquant. Évidemment, la propagande occidentale dit que c'est Poutine, mais Poutine n'a évidemment aucun intérêt à bombarder un barrage qu'il a stratégiquement pris militairement. Construit. Oui, puis en plus qui alimente une partie de la population de la Crimée, qu'il a intégré à la Russie, suite au référendum qui a eu lieu en Crimée. Voilà, mais je mettrai en lien les articles qui commentent ces faits pour les internautes qui veulent en savoir un peu plus. Je vous donne un rendez-vous non pas dans 10 jours, mais dans un peu plus de 2 semaines. Donc nous verrons bien la date exacte, mais ne soyez informés que ce sera pas dans 10 jours notre prochain rendez-vous, mais un petit peu plus. Au revoir. Au revoir Aïssa, au revoir chers internautes.